Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 18 mars 2020. Je vais continuer la troisième séance programmée pour le troisième chapitre, éléments de microbiologie de tube digestif. Toujours, on est dans le tube digestif humain, bien de l'homme. Maintenant, on va continuer pour les grandes fonctions de microbiote intestinal. Lorsqu'on parle des grandes fonctions de microbiote intestinal, on parle de l'influence de la présence de chaque micro-organisme dans les différentes parties de tractus digestif. De plus en plus d'études démontrent les fonctions importantes jouées par ce microbiote intestinal, ça veut dire selon leur présence pour certains cas et l'absence pour d'autres cas. Si vous voyez avec moi, pour la répartition, elle n'est pas vraiment équilibrée. En effet, les micro-organismes du tractus digestif assurent des fonctions essentielles pour le maintien et la santé de l'hôte. Donc, ils jouent un rôle primordial. Premièrement, lorsqu'on parle du premier rôle, c'est un rôle de protection contre les pathogènes. Protection contre les pathogènes, ou bien ce qu'on appelle fonction de protection. La microflore intestinale, ou bien de tube digestif, bien de tract digestif, forme une barrière à la colonisation des germes pathogènes. Une barrière à la colonisation des germes pathogènes. Donc, on peut dire que l'équilibre, bien cette répartition de la flore, résulte d'un système de compétition pour le substrat. Il s'agit d'un système de compétition pour le substrat et de la capacité d'adhésion. Mais aussi des aptitudes à la synthèse de certaines molécules à effet bactéricide qui inhibent la croissance d'autres micro-organismes pathogènes. Bien sûr, ce constat est selon les travaux de Gaulet en 2009. Donc, on peut dire que leur premier rôle, c'est bien le rôle de protection. C'est un rôle de protection contre les pathogènes ou bien prolifération des germes pathogènes au niveau des différentes phases ou bien au niveau des différentes parties de tube digestif. Le deuxième rôle, il s'agit de la synthèse de certaines vitamines. Alors, certaines bactéries protègent par la synthèse de certaines vitamines, telles que vitamine K, vitamine B12. D'autres cas, nous avons le développement du système immunitaire. Pourquoi? Parce que déjà, ces bactéries protègent, les bactéries de la microbiote intestinal, il protège contre la prolifération des germes pathogènes, donc il développe un système immunitaire. Il a un rôle aussi au niveau angiogénèse intestinale, au niveau du bon fonctionnement des intestins. Il joue un rôle dans le stockage des graisses. Pourquoi? Parce qu'on a parlé la fois passée, si vous vous rappelez, que la flore intestinale elle est différente d'une personne obèse par rapport à une personne normale. Ça veut dire que ça va influencer sur la taille. Elle joue un rôle aussi dans la fermentation des fibres alimentaires. Ça veut dire il y a la production de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils font des métabolismes. Ces métabolismes font la dégradation de certains nutriments mal dégradés au niveau des phases précédentes. Et enfin, il joue un rôle dans la modulation du système nerveux, l'axe système nerveux intestin. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que les micro-organismes jouent un rôle primordial dans la digestion, donc, et dans le bon fonctionnement du système intestin-cerveau. Ça veut dire qu'il existe un lien entre le système intestin et le cerveau, donc automatiquement, les micro-organismes, bien microbiote intestinal, elle a un rôle directement sur le système nerveux. Après avoir connaître le rôle des micro-organismes dans le système nerveux, on va
entamer, ou bien on va y aller vers une autre fonction, c'est bien les fonctions de tube digestif en général. Alors, le tractus gastro-intestinal est responsable de la digestion des aliments. Ça, c'est le rôle primordial. Il joue un rôle dans l'absorption des nutriments, ainsi que la production d'éléments nutritifs par la microflore indigène, comme on a cité la fois passée, au niveau du diapo précédent. Alors, dans ce cas-là, on peut y avoir un processus qui s'appelle un processus d'absorption au niveau des intestins, un processus d'absorption des produits finaux de la digestion qui passe vers l'intestin grêle, d'accord, jusqu'au côlon. Et on aura le passage de l'intestin grêle vers le sang, vers les vaisseaux sanguins qui s'accompagnent avec l'intestin grêle vers le centre, et puis vers le lymphe, donc les autres organes, peut être distribué vers les cellules du corps. Ça veut dire au-delà des intestins, de l'intestin grêle, on peut y avoir l'absorption au niveau des vaisseaux sanguins. Ensuite, les aliments se déplacent, ça veut dire le reste de la digestion se déplace vers le gros intestin qui s'appelle le côlon, où l'eau et les vitamines et les nutriments généralement sont absorbés au niveau du grand intestin ou bien au niveau du côlon, les différentes parties du côlon. Donc, au cours d'une durée de vie moyenne, ça veut dire une durée de vie moyenne, l'âge de entre 25 ans jusqu'à 45 ans, environ 25 tonnes de nourriture passent à travers le tractus digestif. Donc, c'est vraiment énorme. Les solides non digérés résultant, ils sont appelés les fécès. Donc, ils sont éliminés à travers, bien sûr, l'anus. Vers la fin, donc on peut récapituler que la digestion est vraiment très compliquée qu'on va détailler dans les prochains diapos. Un autre problème qui peut apparaître lors de la digestion, c'est bien l'apparition de certaines flatulences qui sont appelées les gaz. La production des gaz lors de métabolisme de microbiote intestinal. Donc, on peut faire un petit passage là-dessus. Il s'agit d'un mélange de gaz, d'azote de l'air et des produits de la digestion par voie microbienne, ça veut dire au niveau de microbiote intestinal. Donc, lorsqu'on parle de la digestion, il s'agit automatiquement du CO2, de dioxyde de carbone, et de l'hydrogène, et du méthane. Donc, on peut dire l'apparition de ces gaz, ou bien ce qu'on les appelle la flatulence, elle est due au métabolisme microbiote intestinal, beaucoup plus, avec la production moyenne entre 0,5 à 2 litres de flatulence chaque jour. C'est pour ça on aura les processus de fermentation qui sont très répandus. C'est pour ça on aura parfois les gaz au niveau de l'estomac, bien au niveau des intestins. Ça provoque des maux, ça provoque par exemple du mal au niveau du côlon. De ce fait, on ira vers une autre partie. Donc, après avoir terminé avec les flatulences, les causes de flatulences, ça veut dire d'où viennent les flatulences. Mais pour se débarrasser des flatulences, on peut y avoir une petite partie à la fin de ce chapitre. Maintenant, le tractus digestif, les différentes fonctions en détail. Le tractus digestif est appelé l'absorption, est adapté à l'absorption des nutriments qui le traversent.
D'accord? Donc, nous avons les différentes étapes de digestion. Cependant, en même temps, les nutriments absorbés des microbes nocifs peuvent être ingérés en même temps avec les aliments et l'eau. Ça veut dire l'apport nutritionnel s'accompagne avec un apport en micro-organismes pathogènes. Si bien sûr l'aliment consommé est souillé ou bien contaminé par certains micro-organismes. Ça veut dire que ça peut augmenter, ça peut être un apport des micro-organismes pathogènes au niveau des intestins ou bien au niveau du tube digestif. Un important facteur de défense dans ce cas est contenu au niveau de l'estomac, bien sûr, le premier pas de la digestion par l'acidité élevée ou bien le pH bas qui peut y arriver jusqu'à pH 2, ce qui élimine de nombreuses bactéries nocives qui sont généralement avec un pH 7 minimum, c'est 6,8. Donc, on ne peut pas atteindre cette étape. Maintenant, au niveau de en revenant ici, donc pour les étapes de la digestion, nous avons 5 étapes. La première étape, il s'agit de mastication ou bien salivation. Mastication par fonction physique, salivation par fonction chimique, ça veut dire à partir de la salive qui peut y aller jusqu'à 1 minute. Ensuite, le passage vers le pharynx, il s'agit de déglutition. Alors la déglutition, ça peut prendre de 2 à 3 secondes. Ensuite, vers l'estomac, nous avons la première digestion, la première barrière de digestion, il s'agit entre 2 à 4 heures. Pourquoi? Parce qu'il s'agit vraiment d'une action mécanique et chimique très importante, avec l'influence de pH acide. Ensuite, juste vers les intestins grêles, ou bien les intestins, nous avons l'absorption qui peut y aller de 1 heure jusqu'à 4 heures. Et vers la fin, la défécation, ça veut dire le rejet au niveau de l'anis, qui peut y aller entre 10 heures à quelques jours à partir de l'ingestion. Ça veut dire à partir de l'ingestion du premier aliment, c'est la défécation, ça peut y aller entre 10 heures jusqu'à, ça veut dire, mais lorsqu'il s'agit d'un apport d'un aliment qui provoque des intoxications alimentaires, ça ne peut pas y aller jusqu'à 10 heures. Hein. Si le germe vraiment provoque des intoxications alimentaires, toutes ces étapes, donc, ils vont varier d'une personne à l'autre. Maintenant, on ira vers un autre diapo. Il s'agit de l'intestin grêle. Alors, si vous voyez avec moi pour l'intestin grêle possède également des défenses microbiologiques importantes. D'accord? Il possède des systèmes de défense microbiologiques importantes. Des défenses antimicrobiennes importantes. Parmi ces défenses significatives, citons des milliers de cellules spécifiques dans chaque partie, particulièrement celles de cellules de Paneth, d'accord, qui possèdent une certaine granulation, vous voyez avec moi, une certaine granulation, et qui sont capables de phagocyter les bactéries. Donc, ils ont un système de phagocytose à base de ces granulations. Alors, les granulaires, ils sont spécialisés par les granulaires. Les cellules de Paneth, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire également des protéines antimicrobiennes qui sont appelées les lysozymes. Ça veut dire à l'intérieur, lorsqu'ils phagocytent, elles produisent des enzymes, les lysozymes, à l'intérieur pour pouvoir dégrader les cellules bactériennes nocives qui sont phagocytées par les cellules de Paneth. Alors, les cellules de Paneth qui se localisent au niveau de l'intestin grêle généralement, ce sont des cellules protectrices contre la prolifération de certaines bactéries pathogènes.
Il s'agit de la partie crypte, non pas de la partie villosité, parce qu'il s'agit de microvillosites qui sont présents au niveau des microvillosites, mais il s'agit de la partie crypte, non pas de la partie villosité. Maintenant, on ira vers une autre partie qui est les microbiotes du tube digestif en commençant de la cavité buccale. Alors, la cavité buccale est un habitat complexe des micro-organismes hétérogènes. Ça veut dire qu'il est vraiment très chargé de bactéries ou bien de micro-organismes généralement. La salive contient des substances nutritives. En commençant par la salive, pardon. La salive contient des substances nutritives microbiennes en faible concentration, mais elle contient aussi des substances antimicrobiennes telles que les lysozymes, qui sont des enzymes qui clivent les liaisons glycosidiques dans le peptidoglycane au niveau des bactéries, des parois bactériennes, ce qui affaiblit la paroi et provoque la lyse des bactéries. Donc, au niveau de la cavité buccale, la salive peut éliminer peu de bactéries qui peuvent être présentes par la production des enzymes qui vont desquamer ou bien qui sont desquamées au niveau de la salive, les cellules desquamées au niveau de la salive pour la production de certaines protéines et des acides aminés tels que l'arginine, cystéine, méthionine, tryptophane et qui jouent un rôle dans la décomposition des ça c'est les produits des enzymes qui sont produites par les bactéries qui sont hébergées au niveau de la cavité buccale et qui peuvent être à l'origine de malodorants, de volatiles malodorants, des composants volatiles, par exemple la mauvaise odeur, bien mauvaise haleine de la bouche, elle est due à la production de H2S qui donne une odeur de chou putréfié. Le CH3SH, c'est une odeur d'œuf pourri. CH3, c'est une odeur de légumes pourris qui peuvent donner une mauvaise haleine. Ainsi que la production de certains acides aminés qui peuvent agir sur les caries, la formation des caries au niveau de la cavité buccale. Par exemple, toujours en restant au niveau de la cavité buccale, au niveau particulièrement de la salive, on a ce qu'on appelle l'enzyme lactoperoxydase. L'enzyme lactoperoxydase est une enzyme présente dans le lait et la salive. Ça veut dire c'est une enzyme en commun entre le lait qu'on produit et la salive. Il tue les bactéries par la réaction, par une réaction dans laquelle l'oxygène est généré. C'est pour ça qu'on dit peroxydase. Ils sont appelés peroxydases. En dépit de l'activité de ces substances antimicrobiennes, ça veut dire lactoperoxydase qui est une enzyme présente au niveau de la salive et qui joue un rôle dans la protection contre la prolifération des germes, ça veut dire qu'il y a une substance antimicrobienne. Les particules alimentaires et les débris cellulaires fournissent de fortes concentrations de nutriments à proximité des surfaces telles que les dents, la gencive et qui créent des conditions favorables à la croissance extensive locale des micro-organismes. C'est pour ça on a la présence de cette fameuse enzyme. Elle joue un rôle dans le contrôle de l'acidité du milieu avec la production de toxines puissantes antimicrobiennes. Elle empêche la glycolyse, ça veut dire l'apport nutritionnel des bactéries. Elle perturbe la protéolyse, ça veut dire la dégradation des protéines pour la nutrition des micro-organismes. Elle se lie fortement à l'hydroxyapatite de l'email pour un effet anti-plaque, ça veut dire l'antiplaque, la formation des plaques au niveau, elle inhibe la formation des plaques au niveau des dents. Pour autre information,
Il s'agit de plus que 700 espèces de bactéries ont été isolées à partir de la cavité buccale. Donc vraiment c'est énorme. La plupart d'entre elles ne peuvent pas être cultivées par des procédés classiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas les isoler. Ils sont vivables, non cultivables. Les bactéries présentes dans la bouche au cours des premières années de vie sont principalement des anaérobies aérotolérants tels que les streptocoques et les lactobacilles. Cependant, d'autres bactéries peuvent, y compris lactobacilles par exemple, autres bactéries qui peuvent être, y compris certaines bactéries aérobies, peuvent être présentes. Mais lorsque les dents apparaissent, l'équilibre ira vers les anaérobies. Ça veut dire vers les firmicutes et vers les actinobactéria. Ainsi que certaines bactéroïdes qui peuvent être présentes, telles que Bactérus et Prevotella. Alors, cet équilibre, il est adapté à la croissance de surface des dents et à la crevasse gingivale. Aux crevasses gingivales, ça veut dire à la formation de gingivites. Parmi aussi les espèces, la répartition parmi les espèces qui sont présentes au niveau des dents, ici c'est tous au niveau des dents, nous avons les plus répandus, nous avons les actinobactéria, ou bien les actinobactéria, actinomyces qui représentent 4%, les bactéroïdes qui représentent 2,4%, qui sont très présents au niveau de la cavité buccale. Nous avons les lactobacilles avec 3,4%, les lactobacilles avec 4,3%, les streptocoques qui sont très répandus, les voilà au niveau des dents, il s'agit de 6,6%. Bien que la plupart de ces micro-organismes ont un métabolisme aérobie facultatif, ça veut dire aéro-anaérobie, quelques-uns parmi les bactéroïdes, ils sont présents, ils peuvent être présents aussi, qui sont des anaérobies strictes, et d'autres peuvent y avoir un métabolisme aérobie tel que les Neisseria peuvent être présentes aussi. Alors cette liste des genres ne représente que 48% de toutes les espèces identifiées au niveau de la cavité buccale. Ça veut dire vraiment c'est énorme. Alors probablement la plus importante des bactéries cariogènes, ça veut dire qui est responsable des caries dentaires. Ok, il s'agit de Streptococcus mutans. Il s'agit des Streptococcus, ça veut dire la formation des caries ici, caries de Lymail et caries. Il s'agit de Streptococcus mutans, qui sont des coques gram-positifs et capables de métaboliser de grandes larges éventuelles des hydrates de carbone. C'est pour ça qu'il faut toujours brosser les dents après chaque repas. Plus que tous les autres micro-organismes gram-positifs qui sont responsables à la formation des caries, nous avons toujours les Streptococcus mutans, qui sont responsables des caries dentaires. Et d'autres espèces de streptocoques sont également cariogènes, mais jouent un rôle important dans l'initiation des caries. Mais la formation véritable des caries, c'est bien dû à Streptococcus mutans. Alors, jusque-là, on a terminé avec la 3e séance de ce chapitre-là. Je vous remercie, chers étudiants, d'avoir suivi cette partie. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera avec la prochaine partie qui sera microbiote normal de tube digestif ou bien de l'appareil digestif. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour pouvoir répondre aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Je vous remercie encore une fois.